Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, en ce 24 décembre préparatif du réveillon de Noël, je vais vous parler d'un film de Noël sorti il y a 80 ans, 1945 pour Joyeux Noël dans le Connecticut ou Christmas in Connecticut en version originale. J'imagine que beaucoup d'entre vous ignoriez l'existence de ce film. Moi-même c'était le cas il y a, on va dire, quelques années, mais je l'avais noté dans une liste de films à voir un jour. Découverte tardive me concernant donc, parce que c'est vrai que je manque de plus en plus d'idées en tant que film de Noël à traiter avec des comptes ronds d'anniversaire. Bon, voilà, découvrons-le, ce film américain, réalisé par quelqu'un qui n'est pas très connu, Peter Godfrey, s'il a eu quelques petits films peut-être sympathiques à son actif, je crois que c'est le premier que je vois de lui. Et avec au casting dans les rôles principaux, alors déjà Barbara Stanwyck, qui est la plus connue de toutes et tous ici présents, et qui avait été l'année d'avant dans un Billy Wilder, Assurance sur la mort. À ses côtés, il y a Dennis Morgan, avec son timbre, d'ailleurs, où il chante aussi à un moment. Et quelques rôles secondaires campés par Sidney Greenstreet, qui était dans Casablanca, par exemple. Et pareil pour un certain S.Z. Sackle, qui joue le comic relief, ici un personnage de Félix sur lequel je reviendrai, et qui est assez savoureux dans les deux sens du terme, on va dire. Il y a aussi Una O'Connor, une actrice irlandaise qui a tourné pour John Ford, d'ailleurs, Barbara Stanwyck aussi, dans un film en commun, les deux. Et voilà, hein, et puis Reginald Gardiner aussi, que vous pouvez reconnaître, hein, pour une sorte de comédie romantique de Noël, voilà, un peu vaudeville, un peu légère, mais pas que, enfin il y a pas mal de trucs à dire. 1945 en plus c'est une date assez clé pour l'histoire américaine au sens large, bien sûr. C'est une histoire à la base de Eileen Hamilton, qui avait écrit voilà, toute une fiction autour d'une femme qui se faisait passer pour une grande cuisinière à travers une revue new-yorkaise, tout ça. C'est un petit peu ici, donc, ce que nous allons voir dans ce film, qui a été remaké. Et ça, je l'ai découvert aussi un peu par hasard, peut-être que j'en parlerai un jour, mais bon, là... En 1992, Christmas in Connecticut, donc c'est pas facile à le dire, réalisé par Arnold Schwarzenegger, qui n'a donc pas fait qu'un épisode des Contes de la Crypte derrière la caméra. Voilà, bon bref, restons ici sur ce film original. Enfin original, je sais pas si il n'y a pas une version avant quand même, mais bon, peu importe. En tout cas, il est assez connu aux États-Unis, celui-ci, et qui va raconter l'histoire donc d'une soi-disant cuisinière qui n'en est pas une, Elizabeth Lane, qui écrit donc sur un magazine et qui est très populaire par rapport à ses recettes, etc. et son histoire où elle vit dans la ferme, mais en fait pas du tout. En vrai, elle est dans son appartement à New York, elle est totalement célibataire et libre, alors que son personnage est marié et a un enfant. Catastrophe en vue. Parce que bon, son éditeur, qui d'ailleurs va se joindre à la fête, va lui imposer quelque chose. Vous savez, 1945, c'est pour les Américains la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, le film est sorti à quelques jours à peine après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. C'est un peu, voilà, hein, terrible. Bref, l'effort de guerre, tout ça, au cinéma, on en parlait aussi, il y a eu quelques films de propagande. Et là, il y a un soldat marin qui a survécu voilà, pendant presque 2 semaines, sans manger, sans boire, enfin, il paraît. Enfin, il avait l'air quand même pas si en état décomposé après 15 jours sans avoir mangé, peut-être il a bu, parce que sinon tu meurs 15 jours sans boire. Bref, il a survécu avec un de ses camarades, donc il a été recueilli par un hôpital, il tombe bien amoureux d'une infirmière ou pas, enfin il se sert, le film est assez old school sur les femmes, on va revenir sur ce point, bon bref, mais il a faim, il veut manger, et à un moment, sa fiancée, hein, voilà, va écrire pour ce journal, ce magazine, et afin que, en tant que héros de guerre, le monsieur soit invité en personne chez Elizabeth Lane, là où personne n'a jamais mis les pieds, donc dans cette ferme du Connecticut qui n'existe pas. Problème donc pour Elizabeth Lane qui doit trouver quelque chose, parce que son éditeur qui lui impose ça n'est pas au courant. Voilà, la supercherie n'est connue que d'Elizabeth Lane et d'un de ses amis, qu'elle va, enfin un ami très proche, hein, on ne sait pas trop, hein, qu'elle va épouser, doit épouser de force, c'est un peu particulier. Puis il y a son oncle aussi. Eh oui, l'oncle il est au courant, enfin l'oncle, c'est pas un vrai oncle, hein. C'est un ami de la famille âgée, mais bon c'est l'oncle honoraire, on appelle ça. Il s'appelle Félix, il tient un restaurant et c'est lui qui donnait les idées de recettes et c'est lui vraiment le vrai cuisinier. Bref. Pour aller au bout de la supercherie et accueillir ce soldat pour Noël, voilà, hein, d'où le joyeux Noël dans le Connecticut, eh bien, Elizabeth Lane va aller avec son ami proche, là, John Sloan, qu'elle va marier, enfin, ils vont vraiment tenter d'organiser une cérémonie, c'est le running gag du film, et l'oncle Félix, pour qu'il soit là, afin de cuisiner en off, quoi.
et pour pousser jusqu'au bout, et pour pas qu'elle se fasse virer, parce que l'éditeur lui-même vient s'inviter, lui qui a été mis au régime par le docteur, non, il veut profiter de ce moment pour goûter les bons plats de sa j'allais dire, de sa poule aux œufs d'or d'une manière ou d'une autre, parce qu'Elizabeth Flynn rend riche quand même pas mal de gens, là, visiblement, avec son truc, avec sa supercherie. Et donc, arrivé dans Connecticut, c'est le bazar. Et là, on est vraiment dans le vaudeville théâtral, évidemment, entre le mari, parce qu'elle doit vraiment épouser, alors je sais pas pourquoi, bon ça c'est dans le scénario, ils auraient pu jouer le rôle du mari et d'une femme sans être vraiment mariés, mais bon, ils doivent tenter de faire une cérémonie. Il y a la domestique locale, parce que c'est chez l'ami là qu'elle va marier, du coup, qu'elle doit marier, qui a vraiment une ferme dans le Connecticut, et peut-être, c'est pas pour pas choquer la gouvernante irlandaise, là, Nora, qui va avoir un petit moment de running gag continu aussi avec Félix au début, là. Bon bref, tout ce bazar-là pour, en fait, continuer à être dans les apparences, et pas que le soldat se rende compte de la supercherie, mais surtout l'éditeur pour qu'elle garde son boulot. Et qu'est-ce qui va se passer, évidemment? Elizabeth Flynn va avoir un coup de foudre pour ce soldat, qui pourtant avait dragué de force l'infirmière avant. L'infirmière, quand on verra à un moment dans le film, c'est un peu le bordel, hein, disons-le. Mais c'est un film léger, mais qui quand même est ancré dans son époque d'antan, c'est assez particulier. Il y a pas mal de choses à dire, parce qu'il avait été reçu à la fois positivement et négativement à l'époque. Vous le voyez aujourd'hui, il est très désuet. Bon, bah oui, mais c'est le charme désuet, tout en voyant évidemment des trucs qu'on ne voit plus, évidemment, et encore heureux dans l'écriture, notamment des personnages féminins. 1945, forcément, on a quand même, ici, grosso modo, l'histoire d'une femme libre et indépendante. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, et la première aussi, hein, beaucoup de femmes américaines ont pris un peu leur indépendance, quand même, hein, elles ont participé aussi à l'effort de guerre et tout. Donc là, c'est comme si en cette fin de guerre, le film nous disait qu'il fallait remettre quand même cette femme indépendante en mode femme au foyer, mariée, avec enfant, qui fait la cuisine. Mais c'est une supercherie. Mais avec ce coup de foudre avec ce soldat, on peut imaginer que ça pourrait quand même se terminer ainsi, avec donc femme au foyer. Ou pas. Mais ça, je vous révèle pas la fin. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça quand même. Puis l'attitude du soldat, certes héros de guerre, tout ça, incroyable. L'attitude qu'il a avec l'infirmière, bof, bof. Alors c'est amusant parce que le cinéma américain à l'époque jouait avec ça. Cette idée de inviter des soldats pour leur faire profiter de certaines choses, parce que c'était des héros. Et il y avait des films même avant, et je crois que Dennis Morgan avait participé, peut-être Peter Godfrey aussi, je ne sais plus, me semble, enfin j'ai un doute. Ils avaient fait des films, entre guillemets, de propagande, d'efforts de guerre, où ça parlait de soldats qui étaient invités gratuitement à des spectacles, on voyait des acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, tout ce que vous voulez, danseurs, etc. Divertir les soldats quand ils revenaient de guerre, ou même il y en a certains qui allaient sur le front pour divertir les chanteurs et tout. Bon, j'avais fait un film comme ça, c'était White Christmas qui en parlait un petit peu l'année dernière, il me semble, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Pareil, un peu de cette époque, tout ça. Donc c'est un petit peu dans cette continuité-là, à un moment où la guerre commençait à se terminer. Elle se terminera officiellement un peu moins d'1 mois après la sortie du film, mais bon, on venait quand même, les Américains avaient suivi ça aux infos, là, hein, les bombes atomiques. Bon, sorti un moment funeste quand même. Et donc, il y a cette idée, voilà, hein, le soldat, il a beau avoir ce côté mascu absolu, mais il faut quand même arriver au bout avec lui, parce que c'est quand même un ancien soldat, voilà, de la marine et tout, hein, c'est un marin, quoi. On le voit d'ailleurs au début, scène d'introduction, où il rêve déjà de manger pendant sa survie, et même à l'hôpital après, où il y a son camarade qui, lui, a le droit de manger des côtelettes, ou des rôtis, ou je sais pas quoi, et lui, non. Parce que, soi-disant, il a l'estomac fragile. C'est un délire là-dessus. L'introduction fait presque film différent de ce qui sera après, d'ailleurs. C'est assez bizarre. Et après, bah, évidemment, on va jouer sur le tempo comique. Alors, Elizabeth Flynn a beau avoir son indépendance, tout ça, elle va très vite tomber amoureuse, donc forcément, on revient dans des clichés. Mais c'est un film qui joue aussi un peu avec les Hays Code de l'époque, un peu quand même. Il y a des personnages qui ont des choses à dire. Par exemple, il y a celui qui va marier le couple, hein, qui peut pas, parce qu'à chaque fois, la cérémonie est interrompue, qui à un moment nous fait une métaphore sexuelle, hein, en accrochant sa chaussette à la cheminée, en mode, après, avec un gros rire gras. Bon, il y a des petits délires comme ça, et il y a quand même, c'est un film de tromperie dans la tromperie, et tout ce que vous voulez. Et ça a été mal reçu par la critique qui, à l'époque, avait dit que ça pouvait être moralement un petit peu douteux pour les foyers américains. Mais d'un autre côté, d'autres ont aussi critiqué le fait qu'on remettait les femmes au foyer alors qu'il y avait une vague un peu d'émancipation pendant la guerre.
Donc vous voyez, dans la dualité de l'époque, comment on pouvait recevoir le film, avec deux visions différentes, qui se télescopent un peu. Et derrière, il reste le côté comédie, ouais, un petit peu de Noël romantique, avec des moments où on va se balader dans la neige, il y a une vache, un petit truc à cheval, limite c'est un traîneau, hein, avec le bruit. Oui, il y a des petits moments romantiques, etc. Il y a la neige qui leur tombe dessus, et c'est un peu l'amour aussi qui est là. Et les bébés. Parce qu'il n'y a pas qu'un bébé, il y a deux bébés dans l'histoire, c'est un bazar et tout, il y a un moment de danse, etc. John Ford a peut-être inspiré des petits trucs dans ce film aussi, indirectement, mais on en est loin quand même, hein, dans la qualité ultimement cinématographique, quand bien même ce soit plutôt bien factuellement réalisé, dans le sens vraiment, rien qui dépasse, plutôt bien écrit, bien rythmé, même si à certains moments c'est un peu lourdeau quand même. Mais bon, toutes ces histoires autour de la bouffe, etc. Et le personnage de Félix exceptionnel. Alors, l'acteur SZ Sakand, avec son petit accent, il était d'origine hongroise. Et ses petits mots, il comprend, il apprend des mots. À un moment, il apprend d'un serveur dans un bar afro-américain la signification du mot catastrophe. Alors il va après répéter à chaque fois catastrophe, ou alors it's hunky dunky, everything is fine. Voilà, il va répéter ça, soit tout va bien, soit c'est la catastrophe. Et il va essayer de gérer, il va avoir quand même un rôle très humain dans le film, et c'est finalement lui, hein, pour moi, le grand protagoniste de cette œuvre, et le meilleur acteur, et tout ce que vous voulez. Enfin moi, c'est le personnage, à chaque fois qu'il est là, je suis assez content. Mais bon, pour le reste, c'est lui qui fait ce qu'elle fait. Hein. Et il paraît qu'elle n'était pas très heureuse de ce rôle après coup. Bon, voilà. C'est sûr qu'elle a eu mieux, hein, au cinéma quand même, une belle carrière. C'était la Davis aussi, tiens, il faudra que je le vois celui-là un jour. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu. Dennis Morgan, bon oui, sa tête je l'avais déjà vue ailleurs. Alors je ne sais pas dans quel film, j'ai essayé de vérifier, j'ai rien, aucun titre qui m'est revenu. Alors il a joué pour One Man ou Diamond Days, mais je pense pas avoir vu ces films-là. Donc c'est sympathique de voir des acteurs comme ça, quand même, qu'on a vu dans des grands, certains dans Le Faucon Maltais ou Casablanca, etc., qui sont là et qui s'amusent un peu, même si, bon, c'est un peu léger. Et pourtant, ça dit donc quelque chose de l'époque. C'est-à-dire, vous voyez ce film-là, vous voyez comment on pouvait essayer, il y a 80 ans, post ou presque Seconde Guerre mondiale, comment donc on traitait un petit peu voilà, les héros de guerre, on pouvait se permettre un peu ce qu'on veut, là, hein, quelque part, parce que finalement, le personnage-là, c'était pas héros de guerre, enfin, soldat voilà, à la marine et tout, il aurait peut-être pas été aussi... Enfin, on n'aurait peut-être pas, entre guillemets, la caméra et la direction, tout ça, n'aurait pas excusé certains comportements aussi facilement. Et puis, donc, le rôle de la femme à l'époque dans la société américaine. Et là, tu as un petit côté à la fois émancipatrice, attention, oulala, on commence à briser les conventions, mais on remet ceci dans une certaine norme. Maintenant que la guerre se termine, on va remettre évidemment chacun à sa place. C'est un petit peu l'idée. Donc vous regardez cela, évidemment, 80 ans après, vous pouvez avoir un petit rire jaune par moment, mais bon là, on est vraiment dans une autre époque. Hein. Vous voyez cela. Après, il y a le côté un peu joyeux, vite fait, qui peut passer en tant que comédie romantique de Noël. J'avoue, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est pas l'un des meilleurs films de Noël jamais fait, ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais franchement, même s'il y a certains trucs qui peuvent être dérangeants fatalement, c'est certain, eh bien on passe un moment correct, et donc je voulais le mettre en avant là, parce que je n'avais pas trop d'autres idées là, je garde certains classiques pour plus tard quand même, mais voilà, je songe à un film de Capra par exemple, sorti peu après, ouais, ça sera pour après. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez déjà vu ce film, Joyeux Noël dans le Connecticut, hein. Peut-être que là ça va être un fiasco absolu, personne ne va réagir, personne ne va voir cette vidéo jusqu'au bout, c'est pas grave, d'autant plus que à ce moment-là, quand la vidéo est publiée, vous êtes en train de préparer peut-être les réveillons ou autres, et déjà prendre l'apéro ou d'autres choses en famille, donc, mais bon, comme chaque année, hein, le 24 décembre, hein, là je suis là pour occuper éventuellement le Noël de celles et ceux qui sont plus ou moins seuls, et d'ailleurs je vous souhaite bon courage si c'est le cas, et accrochez-vous, parce que ce n'est pas forcément les meilleures périodes de l'année, si on n'a pas une famille soudée ou des gens proches autour de soi, tout simplement, voilà, on pense aussi à ces personnes. Donc à vous la parole, en commentaire, à vous, à tout le monde, hein, celles et ceux qui ont envie de réagir sur ce film, vu ou non, etc., etc., et peut-être que conseiller voilà, des films de Noël dont j'ai déjà parlé, ou pas encore, ci-dessous. Normalement, demain, 25 décembre, si tout va bien, je parlerai d'un autre film de Noël dans un tout autre genre, mais alors, très différent, que je dois découvrir au moment encore où je vous parle ici. Allez, je vous dis un très joyeux Noël, voilà, bon réveillon, et à la prochaine, ciao.